Bonjour à tous. Je le ferai gratuitement. C'est avec ces paroles que Lily Phillips, petite starlette d'OnlyFans, annonce son challenge. Avoir un rapport sexuel avec 100 jeunes hommes, des inconnus sélectionnés au hasard parmi ses fans, le tout en moins de 24 heures. I'm Lily Phillips and today I'm getting run through by 100 guys. Pourquoi Lily s'inflige-t-elle un tel calvaire? Imaginez la souffrance physique que doit endurer une femme qui doit se prendre 100 queues de parfaits inconnus en 14 heures. C'est exactement le temps qu'elle y a consacré. Sans parler des risques de MST, IST, infections et maladies sexuellement transmissibles lorsqu'on pratique le sexe à ce niveau. Gonorrhée, chlamydia, papillomavirus, je n'ose même pas y penser. Techniquement, tous les participants de ce challenge ont dû envoyer au préalable un test de dépistage MST. Mais soyons sérieux, un test n'est qu'un bout de papier, un PDF que l'on peut modifier, éditer, antidater, sans parler des maladies qui ne se déclarent que 3 mois, voire plus, après le premier contact. Ce challenge est une folie, une violence inouïe infligée au corps et à la dignité humaine. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qu'a fait Lily, je vous mettrai à l'écran la photo de la scène du crime, la chambre du Airbnb que Lily a louée pour son challenge. Âme sensible s'abstenir. Vous avez 3 secondes pour fermer les yeux si vous ne souhaitez pas voir ce spectacle. 1, 2, 3. Des centaines de mouchoirs imbibés de sperme jonchent le sol, des dizaines de préservatifs, des bouteilles de lubrifiant, une quantité indéterminée de taches, de fluides, de sueur, de liquide séminal. People call me anything. Star, escort, OnlyFans girl, anything really. I don't really care. It's not like a bother to me. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce podcast est la suivante. Pourquoi ? Pourquoi s'infliger une telle humiliation? L'argent? Non. Les créatrices les plus populaires d'OnlyFans font des millions sans avoir à pratiquer le moindre rapport sexuel. Elles n'ont qu'à partager quelques photos de nus, des nudes ou des vidéos pour qu'une armée de simps dépense la moitié de son salaire pour obtenir un message ou une vidéo privée. La raison de cette déchéance est bien plus obscure. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons une chance inouïe. Cette aventure a été documentée par un YouTuber, Josh Pieters, qui a suivi Lily dans toutes les étapes de cette expérience. Et dans ce podcast, voilà donc ce que je vais faire. Analyser les passages clés de ce documentaire et vous dire ce que j'en pense. À la fin de cette analyse, nous allons tenter de tirer des conclusions et de comprendre ce qui a mal tourné dans la vie de Lily pour en arriver là. Pour ceux qui aiment lire, vous trouverez sur mon site lapilulcast.com un article rédigé par ma collaboratrice qui résume cette histoire. Pour rappel, je me sers aussi de mon site comme d'un annuaire. Vous y trouverez les liens vers mon contenu gratuit et payant, notamment le dernier podcast exclusif réservé aux membres qui s'intitule Daddy Issues, les problèmes de papa et leurs conséquences sur la vie d'une femme. Le podcast est disponible sur Patreon et Spotify, le lien est en description de cette vidéo. Dès les premières scènes de ce documentaire YouTube qui s'intitule I Slept with 100 Men in One Day, en traduction littérale, j'ai couché avec 100 hommes en une journée, on constate que Lily se sexualise constamment, même quand elle fait son thé. Elle propose un thé au journaliste youtubeur et elle dit « Je ne bois pas de thé. Je ne sais pas vraiment faire le thé. Je ne suis vraiment bonne qu'à une seule chose. » Sous-entendu, le sexe. You know, I don't drink tea. Yeah, oh, really? No, so this is probably going to taste like shit because I don't really know how to make it, but just good for one thing, me, honestly. Tout au long de ce documentaire, vous constaterez qu'elle adore se sexualiser, elle adore se faire passer pour une salope. Un peu plus tard, elle ajoute « J'étais déjà une salope à l'université, donc je me suis dit, autant le faire pour de l'argent. » Well, I started when I was at university. Very tame stuff. Hand bras, underwear, things like that. Because I was at university, I was like, I'm being a anyway, could make a little bit of money. What do you mean by you were being a anyway? Like, I was just being a at university. Like, I was just sleeping around with everyone. But I feel like I know of a lot of girls who have done that at university but then haven't gone on to
become OnlyFans stars. Et Josh, le youtubeur qui l'interroge, lui dit « Mais je connais beaucoup de filles qui couchaient à droite à gauche à l'université. Elles n'ont pas fini sur OnlyFans. » Sous-titre « Ton excuse est bidon. » Et ce que dit Josh est assez vrai. Il y a plein de filles un peu frivoles à l'université qui se débauchent, qui tentent des choses, des expériences, qui couchent à droite à gauche, mais qui finissent ensuite par trouver un partenaire, se caser, faire des gamins, certaines se marient. Il n'y a pas de corrélation entre cette débauche universitaire et le fait de finir sur OnlyFans, sur YouPorn, devenir actrice porno. Toutes les étudiantes débauchées ne finissent pas actrice X. Et ça sera un peu un fil rouge dans la mentalité de Lily, c'est une constante. Elle essaye constamment de se sexualiser, de s'hypersexualiser avec des excuses bidons. Et elle ajoute même quelque chose, et de par cette déclaration, vous allez comprendre toute l'absurdité de la chose. Elle dit, ouvrez les guillemets, « J'ai toujours eu une nature sexuelle ». Yeah, 100%. I mean, I just was like already very, not proud, like very just okay with doing that. Like I've just always had quite like a sexual nature. Yeah. Et vous noterez que beaucoup de femmes, de créatrices OnlyFans ou d'actrices porno, se décrivent comme ayant une nature sexuelle. Je suis très sexuelle, je suis hyper sexuelle. Mais ça veut dire quoi ? Genre nous, les gens normaux, on n'est pas sexuels ? L'être humain est un être sexué. On est tous sexués. C'est pas un scoop. C'est pas pour autant qu'on finit sur des sites porno. L'être humain est un animal sexué qui se reproduit par la sexualité, qui se reproduit par l'acte sexuel. C'est comme ça qu'on fonctionne. On n'est pas un animal ou une bactérie unicellulaire qui se divise. On se reproduit par la sexualité, en pénétrant une personne du sexe opposé. Donc, on est tous sexués et sexuels. Mais chez ces actrices ou ces créatrices de contenu pour adultes, le dire est une manière de se rendre spécial. Je suis plus sexuel ou plus sexué que les autres, c'est pour ça que je fais du contenu pour adultes. Non, c'est faux, tu fais du contenu pour adultes pour d'autres raisons, ne raconte pas de conneries. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast, Lily Phillips est assez médiocre comme actrice. Elle se décrit comme hyper sexuelle, hyper sexuée, mais elle est très médiocre. J'ai vu quelques vidéos avec ma copine, je vous raconterai cette expérience, et je trouve que c'est l'une des actrices les plus médiocres qui puissent exister. Je pense même qu'elle n'aime pas ça. Il y a des actrices qui adorent ça se voit dans le regard, ça se voit dans leur comportement, ça se voit dans leur façon de gémir, de se comporter. Mais Lily Phillips, quand tu vois une scène d'elle, et il y en a plein sur Internet gratuitement, tu sens qu'elle se fait chier. Je me demande même si elle ne souffre pas en faisant ça. Mais je vous garde cette analyse pour un peu plus tard dans ce podcast. Et ensuite, le journaliste Josh lui demande « Comment ça te fait sentir tout ça, le regard des autres, le jugement, comment tu réagis face à ça ?» Et Lily répond « Je m'en fous. Je me fous de ce que pensent les autres. » How does that make you feel? Oh, I literally, I've never really cared what people think. It doesn't really bother me. Et retenez bien ça. Là aussi, on reviendra sur cette analyse. J'essaye de suivre la chronologie du documentaire et de traiter les sujets de la façon dont ils arrivent dans la chronologie de ce documentaire YouTube. Retenez bien ce qu'elle dit, « Je m'en fous de ce que pensent les autres. » On y reviendra. Et elle ajoute, « Ma famille et mes amis m'ont toujours soutenu. C'est le plus important. » I have such a supportive like family and friends, and what they think about me is so much more important than what strangers think about me. Et là, on constatera que Lily est totalement dans le déni. Totalement dans le déni. Pourquoi ? Parce que cette famille et ses amis qui la soutiennent sont constamment floutés. On ne les voit jamais. Vous savez pourquoi on ne les voit pas ? Parce qu'ils ont honte. Ils veulent rester anonymes. Ils refusent de parler à la caméra. Sa fameuse mère qui la soutient, elle refuse de parler face caméra. Ce fameux père qui soutient sa fille qui fait du contenu pour adultes, il refuse de parler à la caméra. Et toutes ses amies sont floutées. Vous imaginez le truc ? Quelqu'un qui vous dit «
tout mon entourage me soutient. Je suis soutenu à fond par toutes mes amies. Toutes les grognasses qui m'entourent me soutiennent. Par contre, dès que son assistante entre dans la pièce, son amie assistante, entre guillemets, elle est floutée. Le visage se floute instantanément. Et vous savez pourquoi? Les gens, en réalité, ont honte de ça. Ils ont honte. Come on in. Hi. Hey, I'm Josh. Hi, nice to meet you. So tall, isn't it? Is you a PA? Yes, yeah. Dans le documentaire, on voit même une photo de Lily avec sa famille. Et c'est une image assez burlesque. Pourquoi? Parce que sur toute la photo, on voit Lily et toute sa famille est floutée. Your family and your parents are proud of you and what you've achieved. Toute sa famille qui est fière d'elle est floutée. Ils ne veulent pas faire partie de cette aventure. Ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Personne n'est fier de ça. Arrêtez de vivre dans cette illusion. Aucun père, aucune mère n'est fier que sa fille soit actrice porno. Arrêtez de normaliser la chose. Tout au plus, ils tolèrent. C'est leur fille. Ils ne vont pas la rejeter, ils ne vont pas la renier. Tout au plus, ils tolèrent, ils ferment les yeux. Mais parler de fierté, c'est un mensonge. Si tu es fier de ta fille, tu prends des photos avec elle, à visage découvert. Si tu es fier de ta fille actrice porno, lorsqu'elle montre une photo de famille, eh bien tu te montres. Tu es fier de ta fille, ben montre-toi, montre ta gueule. Ce fameux papa, cette fameuse maman, montrez vos gueules si vous êtes fiers de votre fille. Cette photo, où tu vois Lily à visage découvert, mais toute sa famille floutée, résume tout. Et l'autre image forte, très représentative de la chose, c'est son ami PA, Personal Assistant, assistante personnelle, qui entre dans la pièce, tout sourire, avec son hi hypocrite à l'anglaise. Hi, hi, how are you? Oh, he's very tall, en parlant du journaliste. Ah, il est très grand. Mais elle est floutée. Tu ne verras jamais sa gueule. Come on in. Hi. Hey, I'm Josh. Hi, nice to meet you. So tall, isn't it? Is you a PA? Yes, yeah. Sa collaboratrice, soi-disant amie, solidaire et fière d'elle, se floute le visage. Ça veut dire que les gens veulent bien travailler avec Lily pour de l'argent, ils veulent bien être payés, gérer son business, mais ils ne veulent pas être associés à ça. Et Lily vit dans une illusion lorsqu'elle dit « Tout le monde m'adore, tout le monde me soutient, mes parents, mes amis, c'est génial !» Non, Lily. Ils sont floutés. Quand est-ce que tu vas réaliser ça? De tout le documentaire, on ne voit que son visage, Lily, et le visage du journaliste qui documente la chose. C'est les seuls deux visages qu'on voit. Tous les autres, ses 9 collaboratrices et collaborateurs, son père, sa mère, sa famille, tout le monde est flouté. Ils ne sont pas fiers, Lily. Ils ont honte. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Et ensuite, autre scène, lorsqu'elle se balade dans la rue avec Josh Peters, elle dit quelque chose d'intéressant. Et là, c'est vraiment un moment clé dans ce documentaire. Elle dit « Je voulais, un peu plus jeune, attendre jusqu'au mariage. » Elle croyait à la virginité, à l'abstinence. Puis, lorsqu'elle a eu sa première expérience sexuelle, elle aurait réalisé que le sexe n'avait rien de spécial et elle a tellement aimé le sexe qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. En tout cas, c'est sa version. I actually wanted to wait till marriage at one point. I just used to think it was a real special thing. As soon as I actually did it and had, I kind of realised that it wasn't special. And also that I just really loved it and really enjoyed it and that I wanted to do it way more often. Et l'intuition que j'ai eue, c'est « Faut-il croire cette déclaration? Ou y a-t-il quelque chose que Lily cache ou ne veut pas nous dire? C'est qui cette première fois? C'est qui ce premier gars qui l'a défloré, qui l'a dépucelé? Ça s'est passé comment? Comment tu peux passer d'une fille puis d'une jeune femme qui croit en la virginité, qui croit au mariage, qui croit à la robe blanche, qui ne veut pas de la sexualité avant le mariage, à une actrice porno, une PUTE intégrale? C'est quand même un virage assez radical. Et mon hypothèse, ce n'est que mon hypothèse, c'est pas une science exacte tout ça, je ne peux que émettre des hypothèses,
c'est que elle a dû rencontrer un gars, ou ce premier gars avec qui elle a eu un rapport sexuel, l'a détruite. Pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il lui a promis le mariage et qu'il s'est barré avec sa copine, sa meilleure amie. Peut-être qu'il l'a trompée. Peut-être qu'il lui a fait croire des choses et qu'il a changé d'avis. Peut-être qu'elle s'est donnée à quelqu'un en qui elle avait extrêmement confiance et que ce gars l'a trahi. Ou l'a maltraité, ou l'a manipulé, peut-être qu'elle est tombée sur un pervers, sur un psychopathe, sur un mec un peu compliqué, qui fait qu'elle est passée d'une petite fille ou femme ou jeune femme naïve qui rêvait de mariage et qui ne croyait pas au sexe avant le mariage, qui voulait se préserver jusqu'au mariage, à une actrice porno. Je ne vois que ça comme hypothèse à un changement aussi radical. Son argument « j'étais une petite fille de la classe moyenne britannique, traditionnelle, conservatrice, qui rêvait de mariage et qui était vierge », à une pute intégrale qui fait du OnlyFans et des films porno, parce que j'ai découvert que le sexe c'était bien. Je ne crois pas une seule seconde à cet argument. Il s'est passé quelque chose, il y a un spectre de choses qui peuvent arriver, hein. C'est très difficile de savoir, elle ne le raconte pas, elle ne le dit pas, on ne peut qu'émettre des hypothèses, mais il y a 1 million de choses qui peuvent se passer pour détruire la naïveté d'une femme qui croit au mariage et à la robe blanche et qui finit le cul à l'air à 4 pattes sur une vidéo Pornhub. Et pour moi, l'un des chaînons manquants, c'est quelque chose qui s'est passé à l'université. Un bad boy, un gars qui lui a promis des choses, un gars qui l'a trompé, un gars qui lui a peut-être promis de l'épouser après l'université et qui s'est barré une fois qu'il l'a défloré, elle lui a donné sa virginité et le gars s'est barré, ou il l'a trompé avec sa copine. Il s'est passé quelque chose de ce niveau, je suspecte, pour qu'elle fasse ce virage du conservatisme extrême à la déchéance totale. Et en réalité, cette histoire de « je suis hypersexuel, j'ai découvert la sexualité et j'ai aimé ça, j'ai découvert le sexe et du coup je me suis dit ça sert à rien de me marier, etc. » c'est une histoire qu'elle se raconte à elle-même. Elle essaye de se convaincre elle-même de cette chose et elle nous raconte sa version, celle à laquelle elle croit. Mais son évolution ressemble beaucoup à un événement traumatique en réalité. Un désenchantement, une désillusion après avoir cru très fort en quelque chose. Et je pense que ça arrive à beaucoup de femmes, et ça doit être très dur. Quand t'es, par exemple, une jeune femme naïve de la campagne, qui croit à ce genre de choses, qui croit en l'amour authentique, qui croit à la relation profonde avec un homme, et elle arrive dans la grande ville, elle commence à faire ses études, et elle rencontre des mecs pas forcément fréquentables, des menteurs, des manipulateurs, des mecs qui ont juste envie de baiser et de se barrer. Il suffit qu'elle rencontre 1 ou 2 mecs comme ça pour que tous ses rêves de petite fille et de jeune femme s'effondrent. Le choc du passage de la petite ville ou de la campagne où on évolue dans un environnement naïf où les gens se connaissent à la grande ville doit être traumatisant, choquant pour beaucoup de femmes. Parce que ce n'est pas les mêmes codes. C'est difficile pour un homme d'être un connard dans un village. C'est très difficile. Dans un village de 150 personnes, tu fais ça, on te défonce ta gueule. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a ne serait-ce qu'1 siècle, tu déflores une femme à qui t'as promis le mariage, par exemple, et tu te barres ou tu te sauves ou tu changes d'avis, t'as le frère ou le père qui débarque avec une carabine et qui te met une balle dans la tête. Tu ne déflores pas une femme gratuitement. Et c'est encore pire dans les sociétés hyper conservatrices. Tu fais ça en Sicile, par exemple, t'as le frère ou le père qui débarque, t'as 2 options. Tu l'épouses ou tu te prends une balle dans la tête. Voilà pourquoi les comportements dans les communautés réduites étaient beaucoup plus sains. Comme les gens se connaissent, on était obligé de bien se comporter. Tu fais le con avec une femme, ça va mal finir pour ta gueule. Le frère, le père, l'oncle, le cousin va te régler ton compte. Dans une ville de 10 millions d'habitants, Paris, Londres, New York, tu fais ce que tu veux. Tu peux mentir. L'échelle fait que tout le monde est anonyme. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de se comporter comme un connard dans ces environnements que dans un petit village de Sicile. Tu veux aller faire, par exemple, le bad boy ou la racaille dans une petite ville de Sicile ou dans un petit village, tu te feras défoncer la gueule, tu passeras pas la semaine.
Il suffit que tu joues avec la fille de la mauvaise personne pour que ça finisse mal pour toi. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que avec le volet tradition, il y avait aussi le côté violence. La tradition était aussi maintenue par la violence. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes se comportaient bien, c'est qu'ils savaient que derrière, si tu maltraites la fille, si tu te comportes mal, si tu promets des choses et tu ne les fais pas, etc., t'auras affaire à la famille. Pour reprendre le fil de ce qu'on disait et conclure avec cette hypothèse, Josh, le journaliste youtubeur, lui pose une autre question et lui dit « Penses-tu que ton futur compagnon sera une personne de l'industrie du X ? Penses-tu que, vu les circonstances, tu seras obligé de te caser avec un acteur porno, quoi ?» Et écoutez bien ce que Lily répond. Elle lui dit « Il y a tellement d'hommes dans le monde qu'il y a certainement un pauvre bâtard ou un idiot qui voudra m'épouser. » And do you think your partner one day will be someone from the industry most likely, or? Yeah, I talk about this a lot with my parents because that's the one thing I guess they worry about is like, will you ever find a boyfriend? Yeah. But there's so many guys out in the world. I think, one poor bastard's got to marry me. I rather think it's going to be someone from the industry or someone who is into lending me out. Lending you out? Yeah. Like into hot wife or being a... Et elle ajoute, ça sera certainement un homme qui acceptera de me louer. Et là, je dois avouer qu'elle a raison, c'est-à-dire qu'il y a tellement de misère sexuelle, il y a tellement de gars qui galèrent, que je vous garantis que même si elle se prend 10 000 bits dans le fion, il y aura toujours un mec pour accepter de vivre avec elle. C'est la triste réalité. Aujourd'hui, le niveau de misère sexuelle fait que il n'y a pas besoin de bien se comporter pour une femme pour trouver un compagnon. Après, ça ne sera pas nécessairement un compagnon de valeur. C'est un peu ça la différence. Lily, d'ailleurs, dit il y aura certainement un pauvre bâtard ou un idiot qui voudra m'épouser. A poor bastard. Elle est très réaliste par rapport à ça. Elle sait très bien que c'est pas un homme en place avec des valeurs, qui a le choix, qui a des options qui va se poser avec elle. Elle sait que si éventuellement quelqu'un veut bien d'elle, ça sera un des idiots de sa pool OnlyFans ou un gars qu'elle rencontrera dans je ne sais quel contexte qui n'a pas de choix et qui sera heureux de se poser avec la petite blonde. Et elle ajoute même, ça sera un homme qui acceptera de me louer. La louer, ça veut dire l'autoriser à continuer à faire ses films pornographiques, continuer à faire son OnlyFans, etc. Donc non seulement son potentiel compagnon sera un bâtard ou un idiot, comme elle le dit, mais en plus, ça sera un candole, ça sera un gars qui accepte de louer sa femme et de la voir, la regarder avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Je vous laisse imaginer la qualité de ce gars. Et ça, c'est quelque chose assez symptomatique de notre société, mais qu'il faut aussi nuancer. C'est-à-dire que, oui, il y a une telle misère sexuelle chez les hommes que n'importe quelle femme peut facilement se caser. Le problème qu'ont les femmes, et la raison pour laquelle elles ne se casent pas, elles ne trouvent pas preneur, c'est qu'elles sont exigeantes et elles veulent un homme de qualité. C'est-à-dire que dans tous les prétendants, les simp OnlyFans, elles n'en veulent pas. Les femmes aujourd'hui n'ont pas de difficulté à trouver des hommes dans l'absolu. Si tu veux un coup de bite, tu te mets sur Tinder, dans les 2 heures, tu as 50 matchs et tu as quelqu'un qui débarque chez toi. C'est pas ça le sujet. Le problème, c'est de trouver un homme de qualité. Les femmes galèrent à se poser avec des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des banquiers, des hommes d'affaires. C'est ça qu'elles veulent. Mais ces hommes de qualité, en général, ils sont pris. Un homme de qualité ne reste pas seul très longtemps. Sauf s'il le veut vraiment, mais en général, un homme de qualité qui a les moyens, les ressources, qui veut se poser, il trouvera preneur, c'est pas un sujet. Il y a même des femmes qui se battront pour lui. Mais ce qu'elle dit est assez révélateur de notre société. Effectivement, il y a tellement de misère sexuelle que même une actrice X, une créatrice OnlyFans qui s'est faite trombiner par la terre entière, trouvera un pauvre bâtard, un pauvre idiot, comme elle le dit, pour l'épouser. Ensuite vient la scène du taxi, probablement l'une des plus perturbantes, mais aussi l'une des plus révélatrices de ce documentaire.
Alors qu'elle est dans un black cab, l'iconique taxi londonien noir, elle dit au chauffeur « C'est un fake taxi ?» en posant la question. Is this one of them fake taxis? I don't know what's a fake taxi. You don't know what fake taxi is? Have you never seen like it on Hub? It's called fake taxi, and basically the taxi driver ends up like f***ing the passenger. Really? Yeah. Search it all when you get home. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fake Taxi, c'est une série de vidéos X dont le concept est de mettre en scène une femme qui prend un taxi londonien et qui se fait baiser par le chauffeur. Bien sûr, c'est une mise en scène. Le taxi comme la femme sont des acteurs, mais la caméra essaye de montrer une espèce de scène réaliste d'une cliente qui prend un taxi et qui se fait trombiner dans le taxi. Et lorsque Lily pose cette question, le chauffeur de taxi répond « Je ne sais pas ce que c'est qu'un fake taxi, je ne connais pas ». Et elle rigole. Elle ricane et elle lui explique le concept. Et elle lui dit même « Tu peux aller voir sur Pornhub ». Et là, tu as un silence gênant qui s'installe. Tu as Josh, le youtubeur, qui se prend le visage dans les mains, comme ça, qui se cache le visage. Et on voit encore dans cette scène tout le problème avec Lily qui veut constamment sexualiser les choses, même quand le contexte ne s'y prête pas. Elle est tellement habituée à l'attention de ses fans sur les réseaux qu'elle pense que le chauffeur de taxi va baver parce qu'une jeune connasse lui parle de porno en pleine journée. Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un lui dise « C'est non, Lily, à part toi et ton groupe de simps dégénérés qui te suivent sur OnlyFans, les gens n'ont pas envie de parler de ça en pleine journée. Qui plus est, une journée froide, pluvieuse, en plein milieu de Londres. » Le pauvre taxi, à cette heure de la journée, avait certainement envie de finir sa course, rentrer chez lui, se réchauffer avec une tasse de thé, une pointe de lait à l'anglaise, un biscuit, se détendre, voir ses enfants, sa femme, d'où la gêne incroyable de ce moment. Et c'est plutôt rassurant parce qu'on réalise que tous les gens ne sont pas des dégénérés. Tout le monde n'a pas envie de parler de Pornhub, de fake taxi en plein milieu de la journée. Ça montre aussi la déconnexion de ces gens qui vivent dans le virtuel, qui passent leur temps sur Instagram, OnlyFans, les réseaux, et qui pensent que tout le monde est comme ça, qui ont un peu de mal, qui se prennent une claque de réalisme lorsqu'ils reviennent dans le monde réel, et qui réalisent que non, l'homme moyen n'a pas envie de parler de ça en pleine journée dans un taxi. Fous-lui la paix. C'est presque du harcèlement. Moi, je serais chauffeur de taxi, t'as une gonzesse qui commence à me parler de porno en pleine journée, pour peu que j'ai une caméra et que je l'enregistre, je dépose plainte pour harcèlement. Ça changera un peu. En général, c'est toujours les meufs qui portent plainte pour harcèlement contre des mecs. Là, ça inversera un peu la dynamique. C'est un homme qui portera plainte pour harcèlement, discours grossier, sexualisation, en pleine journée dans un taxi. Mais ça, c'est encore une fois le fil rouge, c'est symptomatique de Lily. Elle a constamment besoin de se sexualiser, un peu comme pour se rassurer. Elle a besoin de répéter constamment « je suis sexuelle, je parle de sexe toute la journée ». Et elle essaye quelque part de se convaincre peut-être elle-même. Parce que quand t'es vraiment sexuel, admettons, t'as une libido très élevée, t'es très sexuel, t'as pas besoin d'en parler. Les meilleures baiseuses que j'ai connues, c'est des femmes qui ne parlaient jamais de sexe. Jamais. C'est des femmes discrètes, avec une dégaine normale, mais au lit, c'était autre chose. C'était stratosphérique. Et je pense que chez les humains, il y a toujours ce phénomène de compensation. On parle de ce qu'on n'a pas. Les gens qui ne baisent pas parlent beaucoup de sexe. Les gens qui n'ont pas d'argent parlent beaucoup d'argent. On est constamment, par un phénomène de compensation, en train de parler de choses qu'on n'a pas. Mais vous constaterez que les meilleurs baiseurs ne parlent pas de sexe. Les gens riches ne passent pas leur temps à parler d'argent particulièrement. À part les nouveaux riches, mais ça, c'est autre chose. Le nouveau riche, c'est un pauvre qui est devenu riche, mais qui n'est pas encore au courant qu'il est riche. Dans sa tête, il vit toujours des mécanismes de pauvre. Mais la old money, les gens qui sont riches de génération en génération, ne parlent jamais d'argent. Vous ne verrez jamais un membre de la famille royale britannique, par exemple, parler d'argent, parce qu'on considère que c'est ringard. L'argent, dans les familles royales, on en a,
on le sait, et basta, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et mon analyse est que, comme Lily n'est pas vraiment sexuelle, pas autant qu'elle le dit, elle a besoin de discours de réaffirmation, constamment. Elle sert le thé. Ah, je ne suis pas très bonne à faire le thé. Je ne sais faire qu'une seule chose, en gros, le sexe. Elle monte dans le taxi. Ah, tu connais Fake Taxi? Ah, va sur Pornhub, c'est un truc pornographique. Elle parle d'elle-même et elle se décrit immédiatement comme sexuelle. Ah, je suis très 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 sexuelle. Et ça, moi j'appelle ça un discours de réaffirmation. T'essayes de te convaincre d'un truc que tu n'as pas. Et Lily a tellement besoin de se réaffirmer qu'elle est sexuelle qu'elle est tombée dans ce challenge extrême des 100 gars à baiser, à enfiler en une journée. Quelque chose qui n'a absolument aucun sens, mis à part la compensation de quelque chose qu'elle n'a pas. Elle est un peu dans une espèce d'escalade. Et comme on l'a dit dans ce podcast, la chose à comprendre est que sur OnlyFans, ce qui rapporte vraiment de l'argent, c'est ce qui rend aussi son challenge inutile, ce qui rapporte vraiment de l'argent, ce n'est pas la pornographie, mais le relationnel. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans le documentaire, elle priorise les customized requests. C'est quoi? Pour le dire simplement, c'est les demandes sur mesure. Exemple, un fan qui te demande de dire son nom dans une vidéo. Like they've paid for like a customized request? Yeah, customized request that maybe I say their name in it or something that they're really into that I don't have already. In, what you're up to. Sometimes it's just general conversation, like sometimes guys just want to talk. Donc tu t'enregistres, tu fais une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute, en petite tenue, et tu dis son nom, ou tu lui dis un petit message gentil, et le gars va te payer 250, 300 €. Et le relationnel rapporte beaucoup plus que le porno. Parce qu'en réalité, les hommes souffrent plus de solitude que de misère sexuelle. Et la preuve en est, il y a du porno gratuit partout. C'est la chose la plus gratuite sur Terre. Il n'y a rien de plus gratuit que ça. Et pourtant, tu as des armées d'hommes qui vont sur OnlyFans payer des 200, 300, 500 € pour parler à une créatrice, recevoir une photo personnalisée, recevoir une vidéo personnalisée. Les hommes ont soif de relationnel. La souffrance vient de la solitude, pas de la misère sexuelle. La misère sexuelle crée un manque biologique. Mais c'est un manque qui se résorbe. Tu te branles, tu vas voir une escorte, une pute, tu te vides et normalement, t'es tranquille. Mais la solitude est beaucoup plus difficile à régler. Tu ne peux pas acheter ou payer une amie ou une compagne comme tu payes une escorte. Quoique, ça se fait maintenant au Japon. Il y a des hommes qui louent des amis au Japon. J'ai toujours vu le Japon comme le futur de l'Occident. Tout ce qui se passe là-bas finit par arriver chez nous 20 ans, 30 ans plus tard. Et au Japon, ils en sont là. Tu peux louer des amis. Il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a rien. C'est juste quelqu'un qui prend un café avec toi. La solitude est tellement grande qu'il y a des gens qui payent pour passer du temps avec d'autres personnes. Donc le vrai business du 21e siècle, ce n'est pas la pornographie. C'est le relationnel, c'est le contact, c'est la relation, c'est la compagnie. Et c'est ça que fait OnlyFans. OnlyFans vend très peu de sexe en fait. Ça vend de la compagnie. Les hommes veulent écrire, veulent échanger, ils veulent du personnalisé. Voilà pourquoi ils vont payer 300 balles alors qu'il y a du porno gratuit à côté. Et c'est pour ça que d'un point de vue financier, le challenge de Lily n'a aucun intérêt. Mis à part satisfaire ses propres insécurités, mis à part se prouver à elle-même qu'elle est aussi sexuelle qu'elle le dit. Ensuite, on arrive à un autre point obscur de l'histoire de Lily qui pourrait nous éclairer sur son comportement. Écoutez bien ce qu'elle dit à Josh, le youtubeur. Elle lui dit que parmi ses fans sur OnlyFans, il y a certains amis de son père, Dad's friends. Have you like recognized any of the names in here of people that you might know? Oh yeah, definitely. There's been some guys like outwardly say like we used to go to school together. Wow. Or some of like dad's friends and stuff like that. What messaging you? Yeah. Je ne sais pas si vous imaginez la perversité du truc. Elle dit que parmi les personnes qui payent pour son contenu sur OnlyFans, il y a des amis de son papa qui l'ont vu grandir. Et il y a certainement quelque chose à creuser du niveau
du père, de sa relation avec le père, de ce que le père lui a peut-être fait dans son enfance, ou un ami du père qui venait à la maison. Il y a quelque chose d'obscur et de sale dans cette histoire. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de dégénérescence, mais avoir des amis de votre père parmi les gens qui payent pour voir votre contenu OnlyFans, c'est assez spécial. Mais il y a quelques points de lucidité dans ce documentaire où on retrouve un peu une Lily un peu plus authentique, je dirais, où elle fait un peu tomber le masque, pas beaucoup, mais un tout petit peu, et où elle dit qu'elle se sent seule. C'est peut-être l'un des rares moments de vérité, où elle ne fait pas l'actrice en mode « je suis sexuelle, je suis très très sexuelle ». L'un des rares moments où elle n'est pas dans ce délire, et où elle dit « je me sens seule ». I am feeling a little bit more lonely. My friends have all got boyfriends. I think now I'd find it hard to make friends in terms of like real friends that really just see me for who I am and not like, oh, like porn star online, whatever. This kind of like persona. Yeah. Parce que ses copines, ses anciennes copines, ses copines d'université, j'imagine, elle a 23 ans, 23, 24 ans, donc elle est plutôt jeune, mais ses copines commencent à avoir une vie normale. Elles ont un copain, certaines ont des compagnons, peut-être qu'elles vont se marier, et ça devient très difficile de la fréquenter, parce que j'imagine qu'une femme normale, saine, ne va pas présenter à son copain sa copine actrice porno ou créatrice OnlyFans. Donc forcément, ses copines l'ont dégagée. T'imagines sa copine en couple qui l'invite à la maison, son compagnon ou son mari à côté, et elle lui dit « Ah tiens, je te présente Lily. Actrice porno, c'est ma meilleure amie. » Bon, ou ça passera pas très bien, ou ça partira en couille. Le compagnon va péter un câble, il va se passer quelque chose. Elle rentrera un soir, elle verra Lily avec son mari en train de faire des trucs. Donc j'imagine que toutes ses copines l'ont dégagée. Aucune femme ne veut d'une actrice porno qui tourne autour de sa famille, de son mari. Et elle exprime aussi sa peur de finir seule. Surtout que les carrières dans ce genre d'industrie ne sont pas très longues. Lily en a encore pour 2-3 ans, peut-être même quelques mois si les choses ne se passent pas très bien, et plus personne ne parlera d'elle. Elle est quelque part quasiment aux portes de la retraite, à 23, 24, bientôt 25 ans. Pour une actrice porno, c'est pas très jeune. Et j'ajouterai encore moins pour elle, parce que je vais ouvrir une petite parenthèse, elle n'est pas terrible. Lily Phillips n'est vraiment pas terrible. J'ai vu des photos d'elle sans les tonnes de maquillage, la lumière, les éclairages, peut-être les crèmes qu'elle se met pour étirer un peu la peau. Quand vous la voyez au naturel, elle n'est vraiment pas terrible. Elle a une espèce de visage un peu rond, un peu bouffi. Je connais des femmes de 32, même 35 ans qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus harmonieuses. Donc Lily, pour peu qu'elle prenne un peu de poids, qu'elle vieillisse mal, à 25, 26 ans, c'est fini. Et j'espère vraiment pour elle qu'elle a fait des millions sur OnlyFans pour capitaliser, parce que si c'est pas le cas, la suite risque d'être très dure. Selon ses propos, elle a fait beaucoup d'argent. Selon ce qu'elle dit, elle a fait des millions. Et vraiment, j'espère que c'est le cas, parce que sa carrière ne sera pas très longue. Mais ce petit moment d'honnêteté ne dure pas très longtemps. Lily revient très vite à son personnage absurde et elle dit « I love being a slut ». J'adore être une pute. Mais lorsqu'on observe le langage corporel, le body language, on voit très bien qu'elle est peu convaincue de son attitude. I see that you've kind of like taken on the word like and almost owned it in a way. Yeah, 100%. I don't mind being called a I'm sleeping with 100 guys in a day. That is the definition of a surely. Et elle continue dans le même extrait, « Je vais coucher avec 100 mecs dans une journée. C'est la définition même d'être une pute. » I'm sleeping with 100 guys in a day. That is the definition of a surely. Et elle dit ça en regardant le journaliste comme si elle cherchait une validation dans son regard. On sent qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça. Elle dit « Je suis une pute ». Et ensuite, comme pour se réaffirmer la chose, je vais coucher avec 100 mecs. Demain, dans quelques jours, je vais coucher avec 100 mecs en une journée. Ça prouve bien que je suis une pute, non? I'm sleeping with 100 guys in a day. That is the definition of a
Et qu'est-ce que t'attends? Une réponse? T'attends qu'on te confirme le truc? Tu doutes? Tu veux un certificat? Je suis sûr que s'il y avait une certification, Lily l'aurait passé, juste pour se prouver à elle-même que c'est bien une PUTE. Et elle n'y croit pas vraiment. Elle-même n'y croit pas vraiment. Et elle veut tellement être sexualisée qu'elle a peur que ce ne soit pas assez bien, que ce ne soit pas assez sexuel. Et en réalité, et là je reviens à ce que je vous disais au début de ce podcast, elle n'est pas très sexuelle. Elle parle beaucoup, mais elle n'est pas très sexuelle, elle est même pathétique comme actrice porno. Et je vais vous faire une petite confidence, j'ai fait le pari avec ma copine de regarder une scène porno de Lily Phillips sans bander. Je lui ai dit, cette fille ne me donne pas envie, et je te garantis que si je regarde une scène porno du début à la fin avec Lily Phillips, je n'aurai même pas d'érection. On a fait le test, j'ai mis la vidéo, ma copine était à côté, je lui ai dit de s'éloigner un peu parce que il se peut qu'elle interfère et que ce soit elle qui me donne une érection plutôt que la vidéo. Donc je lui dis, mets-toi un peu loin. J'ai regardé la vidéo de Lily Phillips, c'était pathétique. Il n'y a aucune intensité, il n'y a rien dans les yeux, elle n'a pas envie, t'as l'impression qu'elle vit un calvaire. Et autre chose, elle ne sait pas faire de fellation. Cette meuf qui a supposément couché avec des centaines de mecs ne sait pas faire une fellation. J'ai vu une scène où elle faisait, soi-disant, une fellation, où elle n'avait même pas décaloté le gars. Elle lui tétait le prépuce. Elle lui suçait le prépuce comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais décalote-le. Libère le gland, lèche le frein, fais le tour. On t'a jamais appris à faire une pipe. Les fellations de Lily Phillips sont pathétiques. Il y a même un acteur qui s'est décaloté lui-même. À un moment, il en avait marre. Il s'est décaloté pour qu'il puisse sentir quelque chose. Et aussi, autre chose qu'elle fait, et ce qui rend la scène très pathétique, c'est qu'elle crache beaucoup. Elle crache. Quand elle fait des fellations, elle crache. C'est là où tu vois la gamine qui a appris le porno sur Internet, quoi. Elle n'a pas appris le sexe en pratiquant le sexe. Elle a appris le sexe sur Internet. Elle a vu des actrices cracher, elle crache. Donc le mec pas décaloté. T'es en train de lui sucer le gland. Tu lui craches sur le gland. Le mec, à un moment, il en a marre, il se décalote tout seul. Et en fait, Lily Phillips, c'est une femme qui a enchaîné les mecs, mais sans aucune intensité. Et c'est pour ça que, finalement, ce qui est important dans le sexe, c'est pas le nombre, c'est l'intensité. Elle a dû avoir des rapports sexuels avec des centaines de mecs, mais que des gars sans expérience, sans intensité, alors que peut-être que si elle avait fait une seule scène avec un gars du calibre de Rocco Siffredi, elle aurait fini, elle aurait compris sa douleur. Elle aurait dit, là, ça y est, je ferme la boutique. Le mec, il aurait fait monter au plafond, elle aurait été à 2 doigts de tomber dans les pommes. Rocco Siffredi, c'est un autre niveau, hein. C'est un gars d'une intensité, j'ai jamais vu ça, et je ne sais pas s'il y aura quelqu'un comme lui dans l'histoire du X, ou dans le futur du X. C'est le gars, quand il finit sa scène, l'actrice, elle est en hypoglycémie. Elle est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Pourquoi? Parce qu'il est intense. Déjà, il aime ce qu'il fait. Rocco, c'est pas quelqu'un qui court en disant « Ah, je suis sexuel, je suis très 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 sexuel ». Non. Rocco, il te prend, il te fout des claques, il te met la tête dans les chiottes. Enfin, les meufs qui sont passées par Rocco Siffredi, mes condoléances. Mais il y avait de l'intensité. Tu regardes le visage des actrices, elles sont plus là, quoi. Elles ont perdu la tête. Se faire prendre par Rocco pour une actrice, c'est une expérience. Et je pense que Lily aurait dû connaître ça. Au lieu de se taper les simps qui la suivent sur OnlyFans, elle aurait dû faire une expérience avec un vrai bonhomme. Un homme qui maîtrise. Il l'a fait monter 1 ou 2 fois au plafond, c'est terminé, elle se calme, elle comprend sa douleur. Après, elle peut aller se marier, prendre une robe blanche. On ferme la boutique. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui ce qui manque à Lily Phillips. Il n'y a pas d'intensité dans ce qu'elle fait. Elle se fait chier. Alors, ou elle n'aime pas ça, c'est-à-dire que ça dépend même pas des acteurs, elle n'aime pas ça. C'est pas son truc. Elle essaye de se convaincre qu'elle est sexuelle, mais elle n'aime pas ça. Ça se voit dans son regard, elle se fait chier. Elle est très mécanique, en fait. C'est très mécanique. Quand vous regarderez ces scènes, c'est incroyable, hein, ça m'arrive rarement, mais j'ai regardé des scènes pour préparer ce podcast. J'ai regardé des scènes X de Lily Phillips. Je n'ai pas bandé. Je n'ai pas eu d'érection. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de voir une femme qui souffrait. J'avais l'impression de voir une femme maltraitée, qui se faisait chier, qui avait juste envie que la scène se termine. Elle mime le plaisir,
Elle mime, elle fait comme ça des bruits, elle essaye de bouger un peu, elle mime comme ça qu'elle prend du plaisir, mais tu vois sur son visage qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle n'orgasme jamais, elle ne prend jamais de plaisir, elle se fait profondément chier. Ensuite, il y a un petit passage qui parle des MST, mais ça, on en a parlé au début du podcast. Elle a l'air de s'en foutre complètement. C'est-à-dire qu'elle sait que les tests peuvent être trafiqués parce qu'elle a demandé pour cette expérience que tous les participants présentent un test de dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Mais elle dit en même temps, oui, je sais, ça peut être trafiqué. Je sais qu'ils peuvent aussi avoir un rapport sexuel et attraper quelque chose après avoir fait le test. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais elle a l'air de s'en foutre, en fait. Elle part du principe que c'est le risque du métier. Et elle dit aussi un truc intéressant. Elle dit que je suis sûr que pendant cette expérience avec les 100 mecs, certains ne voudront pas l'embrasser. Elle dit même, ils seront dégoûtés. Et le journaliste Josh lui dit, mais ils seront dégoûtés, pourquoi? Et elle répond, parce qu'il y aura des éjaculations d'autres gars sur mon visage. I feel like some of them would be a bit put off, especially when they know I've just had like 57 guys inside me or whatever. Why do you think that would put them off? I think it's more if someone's to my face. I can imagine that's what's put another guy off. So you would let like these guys do that on your face? Yeah. And in your mouth? Yeah. Et effectivement, elle a autorisé les participants à lui éjaculer à la gueule. Donc forcément, le 70e qui va passer n'aura pas forcément envie de l'embrasser, parce que l'embrasser, c'est te prendre aussi la semence des autres gars dans la bouche. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Donc je pense que dans cette expérience, il n'y a que le premier ou le deuxième gars qui ont vraiment kiffé. Les autres, ils sont arrivés sur un matelas dégueulasse, sur une Lily complètement souillée, pleine de sperme. Je ne sais même pas comment ils ont eu le courage d'y aller. Puis on voit enfin le moment fatidique arriver, celui où les premiers candidats arrivent. Et imaginez le spectacle. Imaginez le spectacle de ces fans qui débarquent. La qualité des mecs, des puceaux, des simps OnlyFans, des pervers, des mecs dysfonctionnels, peut-être aussi des mecs normaux, mais on va convenir que ce n'est pas le haut du panier. T'en as même qui sont venus de l'étranger. T'en as un qui a dit avoir payé 800 €. Je sais pas de quel pays il venait, mais entre l'hôtel, le voyage, la nourriture, il a payé 800 € pour faire le voyage à Londres et passer 2 minutes avec Lily. Parce que le truc, c'était 5 minutes par personne, mais dans les 5 minutes, t'avais se déshabiller, avoir le rapport, s'habiller, peut-être prendre une douche. Donc, dans tout ça, le rapport en lui-même, c'était 2 minutes. Oh, this gun has to be the most expensive shag ever. Really? Yeah. How much? 200 to get tested, 250 for the flight, maybe 800. 800 pounds. Et sérieusement, payer 800 € pour 2 minutes avec Lily Phillips, à ce prix-là, t'aurais pu te prendre une escorte pour l'après-midi. Je vois pas le délire. T'as des escortes magnifiques qui t'auront fait le même service beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, pour beaucoup moins cher. Vraiment, je comprends pas le délire. Le niveau de misère sexuelle doit m'échapper. Ça doit être beaucoup plus grave que je ne le pense. Ou alors c'est des fétichistes, des mecs un peu tordus. C'est-à-dire que c'est Lily, la starlette, qui s'offre à eux. Donc c'est un peu comme baiser une actrice porno. Mais même des actrices porno, c'est moins cher que 800 € la passe. T'as des actrices à 500, 600. Et pas pour 5 minutes, au moins pour une scène. Et pour vous donner un peu le niveau des gars, le premier gars interrogé, vous savez ce qu'il déclare? Il dit « Je ne réfléchis jamais avant. Je fais d'abord les choses et après je réfléchis. » The first man arrived. I guess I'm here for the thing. Oh, cool. Yeah, it's a bit early. I'm Josh, by the way. Oh, Hey, nice to meet you. I never really think about things before I do them, so I've just kind of do them and then think, oh, you know, was that okay? But yeah. Vous imaginez le niveau ou le type de gars dysfonctionnels qui ont participé à cette expérience? Je ne réfléchis jamais avant. Je fais d'abord les choses, je fais les conneries, j'attrape la MST et après je réfléchis. Voilà un peu ce qu'il dit. Sans parler des détails techniques. Parce que dans les 100 mecs, vous avez compris que c'est pas tous des mecs hyper propres, hyper soignés. Dans tout ça, il y avait des caleçons sales, des mecs qui ne se lavent pas, des mecs qui ne savent même pas ce qu'est une hygiène de base.
Donc imaginez le 70e ou le 100e qui est passé et qui s'est allongé sur ce lit taché de sperme, de souillure, de sueur d'autres gars. Tout ça pour une fellation ratée, parce que je rappelle encore, Lily Phillips ne sait pas faire de pipe, elle ne sait pas sucer. Donc tout ça pour une mauvaise pipe de 2 minutes. Et t'en as même, en sortant de l'expérience, ça c'était une image assez choquante, qui tremblait. We were able to speak to another man as he left the Airbnb, although he seemed shaken by the experience. T'avais l'impression qu'il avait Parkinson, il avait la main qui tremblait, elle tremblait tellement qu'il n'arrivait pas à boire. Il avait une bouteille d'eau à la main, il essayait de boire, sa main tremblait tellement qu'il n'arrivait pas à boire. Although he seemed shaken by the experience. T'as l'impression qu'il sortait d'une expérience traumatique. Je vous passerai un extrait. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que il n'était pas prêt? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que t'as l'impression que le gars, t'as l'impression qu'on l'a violé? Et t'as même des tarés qui voulaient retourner parce qu'ils n'ont pas assez performé. Ils sont sortis et ils étaient un peu frustrés et ils voulaient revenir. Ils ont refait la queue pour repasser avec Lily. Un monde de dégénéré total. Et on arrive enfin à la fin de l'expérience, où on découvre Lily à la sortie de cette chambre où elle a accueilli les 100 mecs, les 100 gars. On la voit les yeux rouges qui nous montrent sa chambre. Et en entrant dans la chambre, le caméraman, la personne qui filmait, a eu un haut le cœur. Il avait envie de gerber. Lily offered to show me the aftermath of their stunt. Oh, it stinks. What does it smell like? Like brace yourself. Brace yourself. Oh, holy shit. I guess it. You actually can. Is that real? Yeah, he's not good with smells. Il était choqué. Et ça s'entend, ça se comprend. Imaginez cette pièce avec l'odeur du sperme, de la sueur, de l'urine, de liquide séminal, peut-être même de merde. Vous imaginez bien que sur les 100 gars qui sont passés, t'en as bien qui ne savaient pas se laver le cul. Le mélange d'odeurs, de saleté dans cette pièce, c'est un truc. Je ne sais pas comment elle a pu faire ça. Enfin, si je sais, elle l'explique plus tard. Je vous dirai comment on arrive à oublier ce genre de choses ou à les ignorer. Et la photo de la chambre de Lily, c'est le point le plus bas que notre civilisation a pu atteindre. Cette photo de la chambre de Lily que je vous mettrai à l'écran, c'est pour moi le niveau le plus bas de civilisation qu'on puisse atteindre. La chute de l'Empire romain, c'était un peu plus couillu quand même. C'était le Colisée, c'était les batailles de gladiateurs, c'était la déchéance, mais c'était quand même le Colisée. La chute de notre civilisation, c'est des capotes, des mouchoirs pleins de sperme, de la sueur, de la pisse, de la merde. C'est incomparable. Notre chute sera spectaculaire. Les Romains à côté, je vous le dis, l'effondrement de l'Empire romain à côté, c'était bien plus couillu. Bien plus digne même. Et vous noterez une chose, Lily aurait pu nettoyer sa chambre après chaque passage. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre dans cette analyse. Parce que même une prostituée qui reçoit des dizaines d'hommes par jour nettoie sa chambre. Une chambre de prostituée, ce n'est pas comme ça. C'est propre. Après chaque passage, elle nettoie, elle ramasse. Parfois, elle change les draps. Peut-être après 3, 4, 5 clients, elle change les draps. Une chambre de prostituée, c'est propre. Ce qui se passe avec Lily, c'est qu'elle est en recherche de souillure et de saleté. Elle voulait cette photo. D'ailleurs, la première chose qu'elle fait lorsqu'elle finit son challenge, c'est pas d'aller se reposer, d'aller se détendre, de sortir marcher pour se vider le cerveau. C'est d'inviter le journaliste, le youtubeur, dans sa chambre pour lui dire « Regarde !» Elle avait une espèce de petite fierté. « Regarde, regarde ma chambre, regarde les capotes, regarde combien je suis sexuelle, je suis très sexuelle, regarde les mouchoirs, regarde comme je suis bonne, regarde-moi !» C'est ça en fait, ce à quoi on assiste. C'est « Regarde-moi, regarde-moi, regarde à quel point je suis sexuelle, regarde, il y a 100 mouchoirs, plein de sperme, il y a des capotes, regarde !» Oh, holy shit.
I guess it. You actually can. Is that real? Yeah, he's not good with smells. Parce que ce n'est même pas un comportement de prostituée. Elle dit dans le reportage, j'avais l'impression d'être une pute. Mais non, t'es pas une prostituée. Une prostituée est beaucoup plus digne que ça. Une chambre de prostituée, c'est propre. Après chaque client, ça ramasse les préservatifs, ça met les mouchoirs à la poubelle, ça nettoie la pièce. S'il y a eu un accident ou une tache, ça change les draps. Une prostituée, si t'es sale, elle te renvoie à la maison. T'as des prostituées qui sont très à cheval sur l'hygiène. Si t'as un caleçon crade, que tu t'es pas lavé, que tu sens mauvais, elle te renvoie chez toi. Ou elle te fait prendre une douche chez elle, si c'est gérable. Une chambre de prostituée n'est pas sale. L'image qu'on voit, c'est la chambre de Lily. C'est pas la chambre d'une prostituée, c'est la chambre de Lily qui a un désordre psychologique grave. Et elle recherchait cette image. Au début du challenge, je suis sûr qu'elle a volontairement laissé traîner les mouchoirs, les préservatifs, la saleté, les taches sur les draps, parce qu'elle voulait ça. Elle voulait cette image de souillure et elle voulait la montrer aux journalistes. Regarde ce que j'ai fait. Regarde-moi, regarde de quoi je suis capable. Regarde à quel point je suis sexuel. Je suis très 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 sexuel. C'est finalement le fil rouge, comme on le disait depuis le début de ce podcast. Son fil rouge, c'est « Je suis sexuel. Je suis sexuel. » Je dis volontairement sexuel au lieu de sexuel pour montrer un peu le ridicule de la situation. Mais c'est ce qu'elle fait depuis le début à la fin. Je suis très 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 sexuel. C'est son obsession. Et c'est là, mes amis, qu'on arrive au mot-clé de cette expérience. Le sadisme. Et ça, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est ma collaboratrice qui m'en a parlé. C'est la collaboratrice qui a écrit l'article que vous trouverez sur mon site. C'est elle qui m'a parlé de sadisme et qui m'a dit « Ce n'est pas une expérience porno, ce n'est pas du X, ni de l'érotisme, c'est du sadisme. » Ce qu'on voit dans ce reportage, ce n'est pas une femme qui pratique un acte sexuel. On voit une femme souffrir, fatiguée, les yeux rouges, qui a des douleurs musculaires, qui a certainement le vagin hérité, douloureux, sec. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Le corps d'une femme n'est pas fait pour ce genre de challenge. L'expérience de Lily, ce n'est pas une expérience pornographique ou érotique. L'expérience de Lily, c'est une expérience de souffrance, de saleté, de souillure, de déchéance, de mal-être. Et elle voulait ça. Elle le voulait. Elle n'a pas rangé sa chambre, elle n'a pas nettoyé pour le montrer. Elle est fière de son caca. Freud dirait elle n'a pas dépassé le stade anal. Un stade de l'évolution de l'enfance, l'enfant qui découvre ses selles. Il découvre qu'il serre les fesses, qu'il relâche les fesses, que les selles sortent. L'expérience du caca, un stade naturel de l'évolution. Lily n'a pas dépassé ce stade. Lily en est encore à « regarde mon caca ». Elle montre son lit comme ça « regarde mon caca, regarde comme il est beau mon caca ». C'est de ce niveau-là. Ensuite, dans le documentaire, elle décrit vaguement l'expérience, elle décrit ce qui s'est passé en fait, comment elle accueillait ses fans. Donc elle dit, le gars rentre, je l'accueille, je lui montre où mettre son linge, où accrocher ses vêtements, etc. Puis elle lui demande de s'installer sur le lit et elle lui donne la caméra, elle commence à lui faire une fellation et après elle lui demande qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il souhaite faire. Lily then walked us through the process that she had repeated 100 times that day. Come on in, make yourself at home, take your shoes off. I've got some hangers here if you want to put your coat up. Nice. Come on in, where you travel from today? Oh, lovely. Yeah, oh, it's so nice to meet you. I'll get you on the bed, make yourself comfortable, take off your trousers, and we're going to have a fun time. And I'll give them the phone camera, I'll just say, I'm guessing you don't want your face in it. Yeah. And if they don't, it'll be POV, phone camera. Yeah. I'll start usually and then I'd say like, is there anything you like, don't like, any certain position you want to do? Yeah. And then yeah, we kind of got straight into it. Did you do the with a condom on or? No. No. I didn't. Condom off. Okay, but then like once they're having sex and it's like condom on type thing. Yeah. Il y a même un gars, petite parenthèse, qui lui a ramené une rose. Imaginez le niveau de simp. Tu vas voir une meuf qui va s'enfiler sans queue,
sans mec, et toi tu débarques avec une rose. C'est quoi le projet? It does smell a lot like sex. I mean, and there's rose. That's nice. Did one of the guys... C'est quoi ce niveau de simp, de simpage, de simping? Et ensuite, Lily dit qu'elle a les yeux rouges parce qu'elle a reçu des éjaculations dans les yeux. Et elle dit un peu agacée, je leur avais demandé de ne pas éjaculer dans les yeux, mais il y en a qui l'ont fait. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges, parce que j'ai reçu du sperme dans les yeux. How are you feeling? Surprisingly, downstairs is not really sore. Okay. It's more just tired. My eyes sting like nothing else. Why? Because of all the cum in it. I think I repeatedly said, you can come on my face, but not in my eye. And they just went right at the eyes. Well, I think like it might have been an accident. Et elle dit fièrement, toujours dans cette même logique de sexualisation, écoutez bien, j'ai mangé une pâtisserie, un sandwich et du sperme. I think I had a yam yam. Yam yam, is that what they're called? A little pastry. And then I think I had a sandwich, and that was and then the rest come. Vous noterez qu'elle n'était pas obligée de dire ça. Le journaliste, il en pouvait plus à la fin. Il lui pose juste des questions simples. Est-ce que tu t'es reposé? Qu'est-ce que tu as mangé? Combien de temps tu t'es reposé? Elle peut lui dire oui, j'ai mangé une pâtisserie, un sandwich, j'ai bu un peu d'eau. T'es pas obligé de constamment sexualiser, surtout que l'expérience est terminée, il fait nuit, on est fatigué, c'est un peu le moment des confidences, c'est le moment d'être un peu honnête, et elle continue dans le délire. J'ai mangé une pâtisserie, un sandwich et du sperme. Lily, c'est bon, on a compris. Même le journaliste était fatigué, quoi, et il comprenait plus. Les allusions ou les blagues sur le cul, la sexualité, etc., ne sont bien que lorsqu'elles sont courtes. Les blagues, en général, les meilleures sont les plus courtes, mais encore plus lorsqu'il s'agit de la sexualité. Il faut vraiment, quand vous faites des blagues grossières sur le sexe, c'est bien lorsqu'elles sont très très courtes et très peu nombreuses. Ça fait son effet, ça fait rire, on rigole. Mais des blagues ou des allusions sexuelles qui durent longtemps, ça devient très vite relou et bizarre. Les gens n'aiment pas ça en général. C'est un peu la différence entre le mec cool et le mec pervers. Le mec cool, il va faire la blague un peu sexuelle, comme un sniper à sa collègue de travail, même si je ne le recommande pas, mais il va faire la petite blague détournée, peut-être pour lui faire un compliment, pour la faire rire. Ça va être très ponctuel, très simple, très contextuel, et il va arrêter. Ça, c'est le gars drôle. La fille a rigolé, elle retourne à son poste, et t'as fini, c'est fini. Le relou, il va enchaîner les blagues sexuelles. Il va casser les couilles à sa collègue jusqu'à ce qu'elle porte plainte pour harcèlement. Voilà la différence entre le mec cool et subtil et le relou. Pourquoi certains hommes font des blagues, ça passe très bien, et ils ne finissent jamais au département RH et en accusation pour harcèlement, et d'autres, ils tombent très rapidement dans cette case. Tout est une question de finesse et de subtilité. Si ta blague tombe bien dans le contexte, qu'elle est bien faite, qu'elle est drôle, tu l'as fait une fois, ça passe. 2, 3, 4, 5 fois, tu vas finir chez les RH. Tu vas finir chez les ressources humaines avec une plainte pour harcèlement. Tout est une question de dosage. Et ensuite, évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas mentir tout le temps, qu'on ne peut pas garder son masque tout le temps, on ne peut pas jouer la comédie tout le temps. Et à un moment, Lily éclate en sanglots. Elle commence à pleurer. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. It's okay. It's okay. Just take Yeah, 1 minute. Et elle dit, ce n'est pas pour les femmes faibles, sous prétexte, elle est forte. Elle joue toujours un peu la comédie encore. Et elle continue, c'était dur. C'est comme être une prostituée. Je ne sais pas le décrire. Un homme qui rentre, un homme qui sort. C'est intense. It's not for the weak girls, if I'm honest. It was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like... It's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. It's okay. It's okay. Just take Yeah, 1 minute. Yeah, it's okay.
Et je dirais, le seul truc qui s'apparente à la prostitution, c'est effectivement un homme qui rentre, un homme qui sort. T'enchaînes comme ça les mecs qui rentrent dans ta pièce ou dans ta chambre. Mais c'est le seul rapport avec la prostitution. Dire que ça, c'est de la prostitution, c'est une insulte aux prostituées. Parce que si vous connaissez un peu le monde des escortes et de la prostitution, et encore plus dans les pays où c'est légal, Allemagne, Belgique, Espagne, c'est un monde qui est propre. Vous serez surpris par la propreté, la bonne odeur, les parfums de la chambre d'une escorte. L'escorting, la prostitution, c'est un monde qui est propre. Il n'y a pas de préservatif qui jonche le sol. On vous donne une serviette, vous prenez votre douche, l'escorte vérifie votre hygiène. Si vous n'avez pas l'hygiène qui convient, elle vous vire. Le monde de l'escorting et de la prostitution, c'est un monde propre. Donc Lily qui dit ça, elle est à côté de la plaque. Tu n'es même pas une pute, Lily. T'es une sadique. C'est de la déchéance ce que tu fais. Arrête de parler de prostitution. Et le journaliste lui pose la question, c'est plus intense que ce que tu pensais? Et là, elle éclate réellement en sanglots. Elle ne peut plus vraiment contenir ses larmes et elle dit « Definitely ». Traduction, oui, absolument. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. It's okay. Just take Yeah, 1 minute. Et dans une scène un peu intime où elle est assise dans le salon et où elle parle aux youtubeurs journalistes, on commence à voir les premiers craquements apparaître sur le masque qu'elle porte depuis le début de l'expérience. Dans le sens où on commence un peu à entrer dans le fond de sa psyché, de ce qu'elle pense réellement. Et elle dit, écoutez bien, « Je regrette de ne pas avoir été à la hauteur. » de ne pas avoir fait passer un bon moment à mes abonnés. I didn't give them a good time. En raison de la pression, du temps, des fameuses 2 minutes chrono par personne. I guess the interactions when like I'd have to stop them early and like you'd have to stand on business and be like, I'm so sorry, you got to go, and like the awkward interaction of like you feeling pressure to have to make them come if like you haven't spent enough time with them and feeling like you didn't give them a good time because like they only got 2 minutes. Et donc elle culpabilise de ne pas avoir fait un bon travail. Tout d'abord, c'est grotesque, c'est stupide parce que forcément, elle devait bien penser qu'il était impossible de satisfaire 100 hommes, 100 gars en une journée auxquels tu consacres 5 minutes chacun, y compris douche, vêtements, etc. Donc 2 minutes de sexe, t'as bien compris que 2 minutes, c'est pas suffisant pour faire monter un gars au plafond. Même un puceau, comme c'est le cas pour ton audience, a besoin d'un peu de temps pour se détendre, pour bander, pour... Donc c'est ridicule ce qu'elle dit. J'ai pas réussi à satisfaire les mecs en 2 minutes. Mais tu te prends pour qui? T'as cru que t'avais une bouche magique, un vagin magique? Déjà, t'as des difficultés à faire une pipe correcte. Et ensuite, et ça rejoint ce qu'on disait au début du podcast, c'est pour ça que je vous disais que je vous réserve ça pour la fin, lorsqu'elle disait « je m'en fous de ce que pensent les gens », en réalité elle a menti. Parce que Lily, tu t'en fous pas de ce que pensent les gens. T'es limite déprimé parce que t'as pas satisfait ton audience. T'as peur qu'ils pensent que tu n'es pas assez bien. Elle a même accepté ceux qui voulaient revenir. T'en as qui voulaient faire une deuxième mi-temps. Elle les a acceptés. Pourquoi? Parce que Lily veut plaire, elle veut satisfaire, elle veut de l'attention. Donc, oui, ce que pensent les gens lui importe. N'écoutez pas ce que disent les gens, regardez ce qu'ils font. Elle commence le documentaire avec « je m'en fous de ce que pensent les gens », en mode femme libérée, je m'en branle. Et elle finit limite en pleurant parce qu'elle n'a pas satisfait ses fans et elle a peur que ce soit pas assez bien. Tu ne t'en fous pas de ce que pensent les gens, Lily. Tu dors, tu te réveilles et tu manges en fonction de ce que pensent les gens. Et je pense que ça renvoie peut-être à un manque d'attention qu'elle n'a pas eu dans son enfance. On ne se remet jamais de ça. Elle a constamment besoin de dire « Regardez-moi, je suis là, je suis bien, je sais faire, je sais satisfaire un homme ». Elle est constamment dans cette réaffirmation et dans cette insuffisance.
Elle pense constamment qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas assez bien, malgré les extrêmes dans lesquels elle va. Et ensuite, elle dit un truc important. Et ça, c'est aussi peut-être l'une des choses les plus importantes de ce documentaire et l'un des points les plus cruciaux à mémoriser si vous souhaitez comprendre cette scène, cet événement, ce qui s'est passé. Elle dit « Je me rappelle des 5 ou 10 premiers gars max. » Pour les autres, elle était en dissociation, en blackout. Sometimes she'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal sex at all. In my head right now, I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. But it's just, I don't know, it's just weird, isn't it? Like, if I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, you know. C'est-à-dire que sur les 100 qui sont passés, sur les 100 qu'elle a sucés ou qui l'ont pénétré ou les deux, elle ne se rappelle que de 5 ou 10 visages. Pour les autres, elle était en dissociation, elle ne se rappelle plus. Et vous savez qui fait ça? Dans quelles circonstances on a ce genre de choses? Des femmes qui font un blackout, qui ne se rappellent plus avec qui elles ont eu un rapport sexuel. Ce genre de choses, c'est ce que décrivent les victimes de viols. Lorsque les femmes vivent des viols, y compris des viols en série, des tournantes dans les caves, des viols de gang, etc., le cerveau, pour se protéger de cette violence, de ce moment complètement surréaliste qui se passe, efface la mémoire traumatique. Donc beaucoup de femmes ne se rappellent pas de moments de viol ou de moments d'abus sexuels ou de moments de violence parce qu'elles font une dissociation à ce moment, un blackout. Leur cerveau efface, ignore complètement ce qui est en train de se passer pour se protéger. Le cerveau se protège de l'hyperviolence, de choses qui sont intolérables pour le conscient. Et il efface les mémoires traumatiques de notre cerveau. Et donc, vous imaginez ce qu'elle est en train de nous dire. C'est qu'elle a vécu cette expérience, qu'elle a pourtant voulu et organisée et qu'elle a fait de manière tacite sans que personne ne l'y force, comme un événement traumatique, comme un viol. En gros, c'était aussi violent que si 100 personnes l'avaient violée. Sa mémoire a effacé tous les autres gars. Elle n'en a gardé que 5 ou 10 pour des raisons qu'on ne pourra pas expliquer. Peut-être que c'était les premiers, donc au moment où elle était encore lucide, donc au début, où elle n'était pas fatiguée, où elle n'avait pas de douleur. C'était peut-être aussi les plus sympas, les plus gentils, ceux avec qui elle a parlé le plus. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles elle a retenu ces 5 ou 10 visages et elle a effacé tous les autres. Et elle dit, écoutez bien, sans les vidéos, je ne saurais pas que j'en ai fait 100. 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. But it's just, I don't know, it's just weird, isn't it? Like, if I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, you know. C'est en regardant les vidéos, ou en voyant le nombre de vidéos, qu'elle se rend compte, qu'elle réalise qu'il y a eu 100 gars. Et finalement, cette expérience de Lily Phillips est bien plus riche qu'on ne le pense. Au-delà de la pornographie, de la déchéance, de la saleté, de ces comportements qui sont vraiment le point le plus bas de notre civilisation, il y a beaucoup de choses à en tirer. Je pense que c'est quelque chose qui peut être analysé, étudié dans les facultés de psychologie, de psychiatrie, de comportement humain, parce que ça en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Il y a un peu de tout dans ce que fait Lily Phillips. Il y a du déni, il y a du traumatisme, il y a de l'insécurité, il y a de la compensation, il y a de la réaffirmation constante de quelque chose que l'on n'a pas, il y a des complexes, il y a de la dissonance cognitive, il y a du sadisme, cette tendance qui consiste à tirer du plaisir de la douleur des autres, et peut-être aussi de sa propre douleur. Et en parlant du sadisme, il y a une scène qui nous envoie sur cette piste. C'est l'une des dernières scènes, et cette scène est troublante pour une simple raison. Lily se regarde pleurer dans le miroir. I certainly didn't expect to see Lily so upset at the end of it all. I thought perhaps in years to come she may look back at this day in sadness, but not so instantly afterwards. C'est quelque chose qui dure à peine quelques secondes et elle se regarde pleurer dans le miroir, comme si elle admirait la victime qu'elle était.
comme si elle regardait ou elle voyait une autre personne souffrir, et elle en tirait du plaisir. Comme si elle avait recherché cet état. C'est ça qu'elle voulait. C'était pas le plaisir sexuel ou le rapport. Elle voulait cet état. Elle voulait pleurer, se regarder en état d'humiliation dans le miroir en train de pleurer. C'est un comportement assez bizarre parce que, en général, on ne se regarde pas pleurer. Quand une femme se regarde dans un miroir parce qu'elle a pleuré, en général, c'est pour voir si son maquillage n'a pas dégouliné, pour se refaire une petite fraîcheur, s'arranger un peu. Mais on ne se regarde pas pleurer dans un miroir. On ne s'admire pas pleurer dans un miroir. Et elle est prise dans les bras de son ami, pseudo-ami au visage flouté qui ne se montrera jamais, et elle se regarde pleurer dans le miroir. Qui tire plaisir de cette souffrance? Le sadique. Et ça nous amène à la fin de ce podcast et à la question fatidique que nous devons poser et à laquelle nous allons tenter de répondre. Pourquoi a-t-elle fait ça? Comme on l'a dit, l'argent n'est pas une option. L'argent sur OnlyFans ne se fait pas par des challenges extrêmes, ça se fait par le contact, ça se fait par des photos de nudes. Vous regardez, si vous êtes un peu curieux, les top créatrices sur OnlyFans, celles qui gagnent des millions, ce n'est pas les plus dénudées ou les plus extrêmes. T'en as même qui ne se dénudent pas. Elles sont en mode maillot de bain, photo un peu sexy. Elles ont des centaines de milliers de fans et elles font des millions. Donc l'argent n'est pas la réponse. Et pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a quelques hypothèses qui se baladent sur un spectre de Lily victime à Lily actrice de son sadisme. Et on va commencer par le volet Lily victime. Dans quel cas elle est victime et c'est son statut de victime qui l'a amené, ou son traumatisme qui l'a amené à faire ce qu'elle fait. La première hypothèse, on en a parlé, une rupture romantique après son dépucelage. Elle qui croyait en la virginité et au mariage et à la robe blanche, en rapport à ce qu'elle disait elle-même. Donc peut-être un ex-copain qui aurait détruit sa croyance et sa naïveté et son espoir de mariage. Donc elle est dans une forme d'autodestruction revancharde. Elle se dit « on m'a traité comme une pute, donc je vais me venger et deviendrai réellement une pute ». La plus grande des putes, elle le dit elle-même d'ailleurs, « I'm a cunt », la plus grande de toutes. Yeah. If I told my parents that I was the UK's biggest cunt, they probably... Donc première option, une désillusion amoureuse violente qui l'aurait marqué. Deuxième hypothèse, quelque chose qui s'est passé dans sa famille, son père, un proche, un oncle, a peut-être abusé d'elle, et les amis de son père qui la suivent sur OnlyFans. C'est un comportement vraiment étrange. Dans quel monde tes amis, lorsque tu es un père, suivent ta propre fille sur OnlyFans? Quand tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Le père, comme ses amis, sont des dégénérés. Parce qu'il y a plein de modèles sur OnlyFans. Pourquoi tu vas aller suivre la fille de ton ami que tu as peut-être vu grandir? Tu as des gars qui l'ont vue gamine. C'est des amis de son père. Ils ont peut-être joué avec elle. Et maintenant, ils la suivent sur OnlyFans. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est difficile à prouver. Hein. Ça reste une hypothèse. Mais peut-être une relation un peu bizarre dans sa famille, peut-être de l'inceste, peut-être le père qui a déconné, peut-être un oncle, peut-être un ami de la famille, qui a fait que il y a un truc qui ne va pas dans sa tête. Et la troisième hypothèse, Lily n'est pas une victime, mais Lily pratique le sadisme. Elle est sadique et elle s'inflige cette violence à elle-même et elle est spectatrice de cette violence parce qu'elle a un dysfonctionnement, quelque chose qui ne tourne pas rond. Le sadisme, c'est un peu, je dirais pas que c'est une maladie, mais c'est un peu comme la psychopathie, c'est un peu comme la perversion narcissique, c'est un peu comme le machiavélisme, c'est des traits de la fameuse triade noire. Certains disent que c'est une maladie mentale, je ne sais pas si ça a officiellement le statut de maladie lorsqu'on parle de la psychopathie et du sadisme. Officiellement, sur le plan médical, la psychopathie, par exemple, n'est pas classée comme une maladie mentale, mais comme un trouble de la personnalité.
Donc on peut également classer le sadisme dans cette catégorie, comme trouble de la personnalité. Et je dirais un sadisme assez particulier dans le sens où elle ne jouit pas de la douleur de l'autre, elle ne fait pas souffrir quelqu'un d'autre, elle jouit de sa propre douleur, c'est-à-dire qu'elle se met en situation difficile, en situation d'humiliation, en situation où elle est maltraitée, souillée, salie, elle se met en scène, elle se dégrade, elle pleure, elle souffre, et ensuite elle se regarde dans le miroir, elle admire cette souffrance, cette déchéance. Et elle semble tirer du plaisir de sa situation de victime, de sa déchéance, de la chambre du Airbnb souillée, de la saleté, de sa dignité bafouée. Ce qu'elle recherche, encore une fois, ce n'est ni le sexe ni le plaisir. Ce qu'elle recherche, c'est l'humiliation, la dégradation. C'est de ça dont elle tire sa jouissance. Et c'est en ce sens qu'elle n'est peut-être pas victime d'abus de sa famille, ou d'inceste ou de violence, quelle qu'elle soit. Elle est peut-être simplement actrice de son propre sadisme. Et pour résoudre ce conflit, il existe en général deux options. On finit par se dégoûter de soi-même, se lasser, se ressaisir, sortir du cercle vicieux, entre guillemets guérir. C'est possible lorsqu'on n'est ni sadique ni psychopathe. C'est possible lorsqu'on a été une victime, mais si on est un sadique, en général, c'est un trouble mental très difficile à soigner. C'est quelque chose avec lequel, ou une chose avec laquelle on apprend à vivre, mais ça ne se soigne pas vraiment, comme la psychopathie. Et tout dépend aussi du degré. Vous savez que dans le sadisme, comme dans la psychopathie, il y a des degrés. On imagine toujours le psychopathe comme un tueur en série qui va décapiter des gens et les mettre dans le frigo, mais c'est pas toujours ça. Il y a plein de chefs d'entreprise qui sont psychopathes. À un certain niveau, leur psychopathie leur permet de licencier des gens sans ne rien ressentir, leur permet d'être agressif. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Donc il est très très bon à gérer les affaires. Et j'imagine que dans le sadisme, il y a aussi des degrés, d'un sadisme léger avec un peu de souffrance, à un sadisme où vraiment on a envie de voir les gens souffrir et les torturer. Mais l'aboutissement de ce qu'est en train de faire Lily, quelle que soit la raison, ce n'est que des hypothèses, ce que je dis, c'est d'en sortir à un moment ou à un autre, et d'aller faire des gamins, et de devenir une femme normale, et de vivre sa vie. La deuxième possibilité, ou le deuxième dénouement, c'est pas celui que je souhaite, mais c'est de ne pas parvenir à régler ce conflit, et de vivre dans une souffrance à laquelle la seule solution est celle qui a malheureusement été celle de beaucoup d'actrices X, c'est le suicide. On en parle peu, mais il y a une épidémie de suicide chez les actrices du monde du X. Et d'ailleurs, le rapport de Lily au MST et aux maladies sexuellement transmissibles est déjà une forme de suicide. Lorsque le journaliste lui dit « T'as pas peur du VIH, de la gonorrhée, du papillomavirus, des maladies », elle rigole. Elle s'en fout en fait. Quand tu t'en fous autant de ta santé, t'es déjà dans une forme d'autodestruction ou de suicide. À minima inconscient. Mais espérons pour Lily que la sortie du tunnel ne sera pas aussi dramatique et qu'elle se réveillera un matin et comprendra que elle n'a pas besoin de faire tout ça, elle n'a pas besoin de se vendre comme très sexuelle pour avoir de l'attention et pour qu'on s'intéresse à elle. Peut-être que l'âge et son corps qui vieillit et se dégrade lui donnera la claque de réalisme dont elle a besoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que Lily a déjà annoncé son prochain challenge. 1000 hommes en moins de 24 heures, 1000 queues. Mais ce challenge n'arrivera jamais, car c'est techniquement impossible. Ça représente 1 minute et 26 secondes par acte, par personne. 1 minute 26 secondes, en imaginant qu'elle fasse ça pendant 24 heures, sans manger, sans s'arrêter, sans se reposer, et ça inclut se déshabiller, faire l'acte, se rhabiller, sortir, faire rentrer un autre gars. C'est techniquement impossible en termes de temps. Sauf si elle fait des gangbangs, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer 20 mecs en même temps. Mais là, ce n'est plus le même challenge. C'est pas 1000 hommes ou 1000 rapports sexuels en 24 heures, c'est autre chose. Apparemment, son autre copine dégénérée, Bonnie Blue, qui fait à peu près la même chose, aurait
réussi le challenge des 1000 hommes en 24 heures. Mais c'est techniquement pas possible. Ce n'est pas 1000 rapports sexuels. Elle a dû faire un mélange de gangbang où t'en as un qui fait l'acte et 19 qui se branlent, quoi. Un truc dans le genre. Mais techniquement, en termes de temps, ce n'est pas possible. Voir 1000 personnes en 24 heures, c'est accorder 1 minute 26 à chaque personne. Tu fais quoi comme rapport sexuel en 1 minute 26 ? Donc tout ça, bien sûr, c'est des effets d'annonce. Ça fait le buzz, mais ça n'arrivera jamais. Ça permet de continuer à faire du bruit autour de ce phénomène. Et bien sûr, elle est condamnée à être dans la surenchère parce qu'elle n'a rien d'autre à offrir. Elle n'est pas géniale, ce n'est pas une actrice incroyable, on se fait chier en la regardant. Donc forcément, après le challenge des 100, elle est obligée de faire le challenge des 1000. Et comme le challenge des 1000 n'aura pas lieu, elle fera peut-être un autre challenge des 100, mais peut-être uniquement en sexe anal, ou un truc dans la surenchère, quoi. Quelque chose qui sera spectaculaire. Elle est condamnée à faire de la surenchère. Le problème avec la surenchère, c'est qu'à un moment, on atteint un plafond. On ne peut pas monter constamment dans le délire. Il y a une limite physique qu'on ne pourra pas dépasser. Et je pense que ce phénomène finira par mourir gentiment. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va vieillir et on n'en parlera plus. Il faut savoir que ce genre d'actrices ont une durée de vie très courte et vous découvrirez peut-être ce podcast dans 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous verrez que cette jeune femme aura disparu des radars. Pour le meilleur, je l'espère pour elle en tout cas. Pour conclure, je dirais, prends soin de ton animal de compagnie, Lily. Prends soin de ta chatte, car elle en aura besoin. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.